En Moi. fait, moi ce soir, Bernard, je voudrais que tu me fasses un dessin sur toute l'histoire, là. Le supramental, l'esprit, l'énergie, les plans de la lumière, le supramental, l'astral. Si peut arrêter de parler, on va commencer. Oui. Je peux vous mettre. C'est un bonhomme, c'est Richard. Bonhomme. Je vais vous donner un petit... je vais faire un changement. Je vais vous donner un petit séminaire. Hein? Ça amuse ça? Ça te dérange pas? Ah, excellent, excellent. J'ai jamais assisté au séminaire, enfin, mais on va avoir une petite idée de qu'est-ce que c'est. Bon, alors je sépare l'évolution de l'homme. Je lui donne une courbe descendante et une courbe ascendante. Okay? La courbe descendante, je l'appelle l'involution. La courbe ascendante, je l'appelle l'évolution. Et aujourd'hui, l'homme se situe à la pointe de rencontre de ces courbes-là. Mettons une date, 1969, si vous voulez. Si on regarde l'évolution, non pas d'un point de vue darwiniste, mais d'un point de vue occulte. Autrement dit, selon les recherches intérieures de l'homme, et qu'on recule dans le temps, on peut situer, il y a 12 000 ans, l'effondrement d'une grande civilisation à laquelle le nom de l'Atlantide a été donné. Donc, c'était une période où l'homme a intensément développé ce qu'on appelle le corps astral, qui est un aspect de sa conscience, qui est un véhicule subtil de sa conscience, qui est directement relié à tout ce qui est psycho-émotionnel. Et ensuite, après la destruction de cette civilisation jusqu'à aujourd'hui, l'homme a développé une autre partie de sa conscience, qu'on peut appeler occultement le développement de la conscience mentale inférieure, qui a donné naissance au développement très avancé de l'intellect, qui aujourd'hui sert à l'homme pour la compréhension du monde matériel. Et à partir de 1969, sur cette planète, il y a eu un phénomène nouveau dans la conscience de l'homme, auquel on peut donner le nom de fusion, ou auquel on peut donner le nom d'éveil de la conscience supramentale sur Terre. Et il y a des hommes dans le monde qui ont cessé de fonctionner au niveau du mental inférieur, donc de l'intellect, et qui ont commencé à développer encore une autre couche de conscience, qu'on appelle la conscience supramentale. Et ces hommes ont développé des facultés qui sont en voie de développement et qui, elles aussi, coïncideront avec un autre cycle d'évolution qu'on peut appeler une sixième race racine. Occultement parlant, lorsque l'on parle de l'évolution de l'homme, on parle de l'Atlantide qui était la quatrième race racine avec ses sous-races, les races indo-européennes dont nous faisons partie, qui font partie de la cinquième race racine et ses sous-races. Et il y a maintenant le début dans le monde d'une nouvelle race racine qui donnera aussi ses sous-races, et il y aura en finalité une septième race racine qui permettra à l'homme d'atteindre un niveau d'évolution suffisamment avancé pour ne plus avoir besoin de l'utilisation organique de son corps matériel. Mais on ne s'occupe pas de ceci pour le moment. Donc, on s'occupe de la sixième race racine, qui ne représente pas une race physique, mais qui représente un aspect purement psychique de la conscience mentale nouvelle de l'humanité future. Il est évident que pour comprendre l'évolution de l'homme sur ce plan-ci, à partir du point
de la vortex renversée vers sa finalité, qui est peut-être de 2500 années, selon les informations que nous recevons, il est évident que l'homme va passer à des étapes de conscience absolument extraordinaires. C'est-à-dire que autant l'homme de l'Atlantide était limité par rapport à l'homme des races indo-européennes, autant l'homme d'aujourd'hui est limité et sera limité par rapport à l'homme de la prochaine évolution de la conscience supramentale sur la Terre qui avait été prédit par Aurobindo. Ce qui est intéressant dans l'évolution de la conscience supramentale, c'est ceci. C'est que autant aujourd'hui, nous, les hommes rationnels, les hommes cartésiens, les hommes très réflexifs de la cinquième race racine, autant nous avons une tendance à croire que notre mental est régi par notre ego, autant demain, l'homme découvrira que le mental humain n'est pas régi par l'ego, que le mental humain est dans sa définition psychologique l'expression réflexive de l'ego et que sa source se situe dans des mondes parallèles auxquels on peut donner le terme de monde mental pour le moment, mais auquel on donnera plus tard le terme de monde architectural. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que plus l'homme se donnera la peine ou la capacité ou la liberté de découvrir la source de sa pensée, plus il lui sera possible de commencer à entrer en communication télépsychique avec les mondes parallèles pour éventuellement en arriver au cours de l'évolution sur le plan mondial, sur le plan universel de la race, à pouvoir décoder instantanément les mystères de la vie, autant dans le royaume de la matière que dans le royaume astral de l'âme, que dans le royaume mental de l'esprit. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que il est arrivé, l'homme, à un point où aujourd'hui, il lui est possible d'atteindre un état de conscience mentale suffisante à elle-même. Et quand je dis une conscience mentale suffisante à elle-même, je ne veux pas dire une conscience mentale basée sur la valeur psychologique de la vérité. La vérité, c'est un terme, c'est une conviction personnelle ou une conviction sociale ou une conviction sociologique collective qui fait partie des besoins émotifs de l'homme en tant qu'individu ou de la société en tant que collectivité de s'assurer une prédominance dans le monde de la matière. Mais sur le plan de l'évolution de la conscience future de l'humanité, le phénomène de la vérité ou sa contrepartie psychologique ou sa valeur émotive sera absolument inutile pour la simple raison que l'homme ne pourra plus utiliser l'émotivité de sa conscience dans l'évaluation psychologique de son savoir, il n'aura plus à utiliser l'émotivité de sa conscience pour le développement de la sécurité mentale de son moi. Donc, l'homme sera absolument libre dans le mental de pouvoir exercer sur le plan psychique l'expression, l'élaboration et la définition des thèmes ultimement infinis de la conscience universelle qui font partie de toutes les races dans le monde, qui font partie de toutes les races dans le cosmos et qui font partie, en fait, de l'unité invariable de l'esprit dans sa définition absolue en tant que source originaire de la lumière et de son mouvement dans le cosmos. Donc, viendra un point au cours de l'évolution de l'humanité où, finalement, l'ego aura rattrapé le temps perdu sur la conscience du moi et où le moi aura finalement atteint les limites possibles de sa définition psychologique en introduisant dans sa conscience le potentiel créatif de son mental pur, c'est-à-dire de son esprit, et nous découvrirons sur la Terre, dans différentes races, dans différentes nations, dans différents temps, des individus qui connaîtront la fusion, c'est-à-dire qui en arriveront à pouvoir, dans l'instantané, graviter vers des sources de connaissances tellement grandes que la science mondiale, sur le plan de la technologie, de la technique, de la médecine, de la psychologie ou de l'histoire, en sera totalement renversée. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis l'évolution de l'homme, pour la première fois depuis la descente de l'esprit dans la matière et pour la première fois depuis l'alliance de l'âme avec le matériel, l'homme aura finalement atteint la capacité de supporter sa connaissance absolue.
Ce que j'appelle connaissance absolue, c'est la capacité du mental humain de pouvoir supporter et d'absorber sa propre lumière. La connaissance absolue n'est pas une faculté. La connaissance absolue n'est pas une prédestination. La connaissance absolue n'est pas un besoin. La connaissance absolue est une finalité évolutive correctionnelle, c'est-à-dire qui fait partie du grand champ d'activité de la lumière dans le cosmos et qui permet à tous les royaumes, à toutes les instances intelligentes, c'est-à-dire à toutes les espèces intelligentes dans l'univers, de se rencontrer sur un plan mental supérieur, c'est-à-dire sur un plan d'énergie suffisamment puissant pour permettre éventuellement, au cours de l'évolution, la disparition éventuelle du corps matériel pour la résurrection inévitable du corps éthérique, c'est-à-dire la capacité chez l'homme de finalement entrer en composante énergétique avec les différents soleils qui composent l'organisme universel et qui en sont son esprit, sa lumière et sa fondation dans le mouvement et dans la compréhension infinie de ce que nous appelons aujourd'hui la conscience atomique. Donc, il viendra un point au cours de l'évolution où l'homme sera capable, sans avoir à penser, sans avoir le besoin de penser, l'homme sera capable de finalement intervenir d'une façon catégorique dans la construction mentale des archétypes involutifs et évolutifs de la conscience universelle sur la Terre. Ceci veut dire que l'homme, éventuellement, en arrivera à réaliser qu'il est absolument un être intelligent. L'homme en arrivera à réaliser que l'intelligence n'est pas simplement l'expression d'une forme d'éducation, mais que l'intelligence est, d'une façon absolue, la caractéristique fondamentale de tout esprit dans une matière quelconque. Seulement, nous sommes à un point aujourd'hui où, en tant qu'égaux ou en tant que moi, humain, nous sommes forcés de vivre à l'intérieur des limites qui nous ont été imposées par la réflexion universelle, c'est-à-dire par l'histoire et par la mémoire de l'humanité. Et l'homme n'a pas été donné encore, parce qu'il n'y a pas suffisamment de science dans ce domaine, l'homme n'a pas été donné encore la capacité de savoir et de comprendre comment fonctionne sa psyché, comment fonctionne son moi, comment fonctionne son ego, et que veut dire le terme intelligence dans sa définition universelle. De sorte que l'homme est piégé aujourd'hui par son corps astral, c'est-à-dire par ses sens. Il est obligé de substituer à sa connaissance fondamentale et universelle, une petite connaissance limitative, conditionnée par l'histoire et sujette au cours de l'évolution à être revisée, comme toutes les théories de la science devront l'être, non pas dans le sens que la science aujourd'hui n'est pas utile, au contraire, elle est très utile, mais dans le sens que la science aujourd'hui aussi fait son parcours inévitable vers sa propre abolition, de même que toutes les civilisations font leur parcours inévitable vers leur propre abolition. Mais de même que une civilisation trouve très difficile la réalité de son abolition, de même la science trouvera difficile la réalisation de sa propre abolition. Et c'est très normal. On ne peut pas demander à des êtres qui pensent ou à des êtres qui ont une certaine conscience de promouvoir dans le monde leur propre déchéance ou leur propre anéantissement. On est obligé de prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, de ce que nous pouvons faire, dans le but d'évoluer, dans le but de permettre à l'humanité d'évoluer. Mais en tant qu'individu, et je dis bien en tant qu'individu, nous serons obligés éventuellement de faire face à des situations d'ordre universel et cosmique sur notre planète. Nous serons obligés de faire face à des dimensions qui, par le passé, ont soulevé de grands mouvements de superstition dans le monde, des mouvements qui se sont éteints avec l'évolution de la science et des mouvements qui ont été rejetés catégoriquement ensuite par la science. Donc, nous serons obligés avec le temps de revoir et de revivre certaines expériences afin de prendre conscience que le cosmos est illimité, que la conscience humaine est illimitée et que l'homme, dans son intériorité, est aussi puissant que sa conscience peut l'être. C'est très important aujourd'hui dans un monde où nous sommes obligés de vivre au carrefour d'une multitude de courants d'esprit qui, dans leur ensemble, et quand je dis dans leur ensemble, je regarde certainement les États-Unis, où cette expérience collective, dans son affrontement avec l'individualité, a tendance lentement à créer une psychose collective. L'homme ne peut pas indéfiniment être bombardé dans le monde par des courants d'idées qui sont amplifiés dans leur nombre par la télévision ou par les journaux ou par les différentes formes de presse libre.
Il viendra un point où l'homme ne sera plus capable de supporter cette tension psychique et psychologique qui naît de différents affrontements entre la vérité et le mensonge. Viendra un point au cours de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre où l'homme sera obligé de définir la réalité par rapport à lui-même. Mais ce sera un lui-même qui sera universel, ce ne sera pas un lui-même qui sera fondé sur l'espièglerie de son propre esprit ou sur la vanité de son propre ego ou sur l'insécurité de son propre moi. Donc à partir de ce moment-là, l'homme commencera à pouvoir comprendre le phénomène humain, la civilisation dans tous ses aspects. Il ne sera plus bourrassé psychologiquement par ce qui se passe ou par ce qui se passera dans le monde. L'homme commencera à être libre et à partir du moment où il commencera à être libre, il commencera finalement à comprendre la vie dans sa qualité fondamentale. Et plus il évoluera, plus il comprendra la vie d'une façon absolue, intégrale et savante, dans un sens qui ne fait pas aujourd'hui partie de la conscience de la cinquième race racine. Pourquoi tout ce verbiage? Pour simplement amener l'homme, petit à petit, à comprendre que la plus grande fidélité qu'il puisse se donner, se créer, c'est la fidélité à lui-même. Nous vivons dans un siècle où l'amour pour l'individualisme, surtout dans le monde occidental, est très avancé. Nous sommes devenus de plus en plus des individualistes, mais l'individualisme, s'il demeure une attitude, n'est pas foncièrement intégré à la réalité de l'homme. Autrement dit, se promener sur la rue avec des culottes rouges et des chaussons jaunes et faire l'amour à New York, dans le Times Square à New York, c'est une forme d'individualisme, mais c'est de l'excentrisme. C'est une forme d'astralisation de la conscience humaine. L'homme n'a pas besoin, pour maintenir son individualité, pour exprimer son individualité dans le sens concret du terme, bafouer les sensibilités des masses ou bafouer les sensibilités de son peuple ou bafouer les sensibilités de ses populations. C'est une illusion et ça fait partie des modes caractéristiques du XXe siècle. Et éventuellement, ça devient banal, éventuellement, ça devient même stupide, et éventuellement, ça manque absolument d'esthétique. Donc, l'homme nouveau, l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, effectivement permettra à l'homme de développer une conscience extrêmement individualisée, mais non pas individualiste. L'homme sera individualisé, pourquoi? Parce que la réalité de sa conscience sera fondée sur la fusion de son esprit et non entre lui et les autres. Si nous regardons l'évolution nécessaire d'une race racine sur notre planète, c'est pour comprendre un peu le phénomène humain. Que nous établissions des coordonnées, c'est purement pragmatique, c'est purement pour donner un cadre de compréhension chronologique à des événements inévitables. Mais si nous parlons d'une race consciente, si nous parlons d'une humanité consciente, nous sommes obligés de parler d'hommes et d'individus conscients. L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre ne se fera jamais à l'échelle d'une collectivité quelconque. L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre ne sera jamais l'expression d'une force collectivante. Ce sera toujours des individus dans le monde qui graviteront petit à petit, de plus en plus, vers ce point de leur conscience où ils s'uniront avec leur propre source, leur esprit, leur double, quel que soit le nom que nous puissions donner à cette réalité qui fait partie de l'homme. Mais le mouvement fondamental dans cette direction sera basé sur ceci. Il sera basé sur la compréhension du phénomène de la pensée, qui n'a jamais été fait depuis l'évolution. Ce n'est pas suffisant de dire « je pense donc je suis ».
C'était bon pour Descartes de dire « je pense, donc je suis », parce que ça faisait partie de la réalisation que la pensée en elle-même a une puissance qui doit être réalisée sur le plan de l'individu. Mais sur le plan d'une conscience créative, viendra le point où la pensée de l'homme sera transmutée complètement, intégralement, et l'homme ne pensera plus au cours de l'évolution. Sa pensée sera transformée en un mode d'expression créative de son mental supérieur, et ce mental deviendra totalement télépsychique. Autrement dit, l'homme vivra une communication instantanée avec les plans universels, et ce mode de communication ne sera plus réflectif. À partir du moment où la pensée cesse d'être réfléchie dans le mental de l'homme, la pensée cesse d'être subjective, on ne peut plus dire que l'homme pense. On dit que l'homme communique avec les plans universels de sa propre conscience. Mais pour que l'homme en arrive à comprendre ceci d'une façon intégrale, il lui sera nécessaire de réaliser que la pensée telle que nous la concevons aujourd'hui, telle que nous la vivons aujourd'hui, telle qu'elle se fixe dans notre mental, telle qu'elle est produite ou perçue par nous en tant qu'égaux inconscients, doit éveiller en nous une certaine réalisation. Dans ce sens que l'homme doit en arriver à pouvoir réaliser que sa pensée en elle-même le divise contre lui-même, seulement dans la mesure où lui, pour des raisons d'évolution et d'inconscience, l'assujettit à la polarité du bien ou du mal, du vrai et du faux. À partir du moment où l'homme polarise son mental, qu'il en établit des coordonnées négatives ou positives, il vient de créer la scission entre lui-même sur le plan matériel et lui-même sur le plan cosmique et universel. Ceci est très important. C'est tellement important que c'est la clé fondamentale de la prochaine évolution. Ce qui fait que nous avons tendance à toujours vivre notre pensée par rapport à une polarité, c'est l'insécurité fondamentale de notre ego. C'est la capacité puissante et vampirique de nos émotions. C'est notre incapacité en tant qu'ego ou en tant qu'individu mal éduqué ou trop éduqué de ne pas pouvoir supporter ce que nous savons. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne sait pas quelque chose. Tous les hommes savent quelque chose. Mais il n'y a pas d'autorité mondiale, il n'y a pas de définition culturelle, il n'y a pas de support culturel dans le monde qui puisse supporter qu'un homme sache quelque chose. Il y a des institutions qui se donnent le droit de savoir quelque chose pour instituer ce savoir et en conditionner le mental de l'homme. C'est ce que nous appelons la science à différents niveaux. C'est normal. Mais il n'y a pas le mouvement contraire, où les institutions dans le monde peuvent donner ou redonner à l'homme son autorité, c'est-à-dire lui redonner la petite dimension de lui-même, qui pourra devenir un jour très grande, celle de sa propre lumière. Et vous pouvez faire le test d'une façon très simple dans le domaine spirituel, dans le domaine de la religion. Un jour, lorsque les centres de l'homme seront suffisamment ouverts, il pourra faire la même chose dans le domaine de la science. Un homme qui est dans le monde et qui, par exemple, irait voir un clerc ou quelqu'un qui travaille dans la religion et qui lui parlerait de Dieu et qu'il dirait, bon, mais Dieu, c'est telle chose, telle chose, telle chose. On lui dirait, mais de quel droit tu parles de Dieu? De quel droit tu parles de Dieu? Et si l'homme est moindrement évolué et qu'il peut réellement fragmenter la forme de Dieu pour en faire ressortir ou jaillir d'autres formes qui font partie de la dimension créative de son mental, il serait encore plus repoussé par l'institutionnalisation d'un savoir qui se rattache à la compréhension des mondes invisibles.
Donc, c'est pourquoi je dis que l'homme ne pourra pas entrer dans le monde dans une conscience supramentale avec l'appui du monde. L'homme aura une conscience supramentale lorsqu'il se sera complètement libéré du besoin de l'appui du monde pour finalement commencer lentement à réaliser et à supporter ce qu'il sait. Et la condition pour ceci, c'est de ne pas tomber dans le piège de la polarité du vrai et du faux. Si l'homme tombe dans le piège de la polarité du vrai et du faux, il émotive sa conscience, il insécurise son moi et il développera des attitudes extrêmes face à la réalité. Le vrai et le faux ne représentent que des composantes psychologiques d'une incapacité mentale de savoir. Lorsque vous mangez un bon steak, vous ne vous demandez pas si c'est vrai ou si c'est faux. Il n'y a pas de polarité. C'est pour ça qu'il est bon. Mais si vous commencez à vous demander s'il y a dedans de la vermine, là, à ce moment-là, vous avez l'estomac qui ne répond plus. Et c'est la même chose au niveau de la connaissance, au niveau du savoir. La connaissance est au mental inférieur, ce que le savoir est au mental supérieur. La connaissance fait partie du besoin de l'ego, alors que le savoir fait partie de la réalité du moi. Donc, il n'y a pas de division ou de séparation entre la connaissance et le savoir. La connaissance fait partie d'un niveau de conscience et le savoir fait partie d'un autre. Dans le domaine de la connaissance, on parle de certaines choses et dans le domaine du savoir, on parle d'autres choses. Les deux peuvent se rencontrer, fraterniser ensemble et être très bien ensemble. Le 4e étage est toujours bien avec le 5e étage au-dessus de lui. Et l'homme est un être multidimensionnel. Mais l'homme aussi est un être qui possède et qui vit une conscience expérimentale. Nous avons sur la Terre une conscience expérimentale. Nous n'avons pas de conscience créative. Regardez vos vies, c'est de l'expérience. À partir du moment où vous entrez dans le monde, votre vie, c'est constamment de l'expérience. Mais l'homme ne peut pas vivre indéfiniment d'expérience. Un jour, l'homme devra vivre de conscience créative. À ce moment-là, la vie vaut la peine d'être vécue. La vie devient très grande, très vaste. Elle est puissante en créativité et l'homme cesse de vivre l'expérience de l'âme. Mais pourquoi l'homme vit l'expérience? Parce qu'il est rattaché à des forces puissantes que j'appelle la mémoire, qui en fait sont ce que vous appelez l'âme. L'homme ne vit pas de son esprit. Il est rattaché à l'âme, il vit de l'âme, il est constamment vampirisé par l'âme. Les gens qui ont fait des recherches dans le rebirth ou les gens qui ont fait des recherches dans le retour de l'être dans un certain passé ont très bien déterminé que certaines personnes aujourd'hui souffrent de certaines choses parce que dans une vie antérieure, ils ont souffert de la cause. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas capables d'entrer dans un élévateur parce qu'ils vivent des traumatismes qui viennent avant la vie matérielle, qui ont été étouffés dans des conditions antérieures, ils ne sont pas capables, ils suffoquent. Donc, l'homme vit l'expérience de l'âme. Il est rattaché à sa mémoire. Autant la mémoire inconsciente, très vaste, de son mouvement évolutif antérieur, que la mémoire très vaste qu'il vit aujourd'hui en tant qu'être expérimental. L'homme ne peut pas indéfiniment vivre d'expérience sur la Terre. C'est une insulte à son intelligence universelle. C'est absolument irréconciliable avec la nature de l'homme que l'homme ne puisse pas dire, bon, mais dans 10 ans, je vais faire telle chose. Dans 5 ans, je vais faire telle chose. C'est absolument irréconciliable avec la nature de l'homme qu'il ne connaisse pas son avenir. C'est irréconciliable avec la nature de l'homme qu'il ne connaisse pas la nature de l'homme devant lui. Autrement dit, c'est irréconciliable avec l'esprit de l'homme que cet esprit dans l'homme soit forcé de vivre par rapport à des dictées de la raison
Parce que l'homme, sur le plan matériel aujourd'hui, fait partie d'une génération dont la conscience est descendante. La conscience de l'homme doit passer de la descente dans la matière vers la sortie éventuelle vers l'éthérique, c'est-à-dire cette partie de la réalité de la planète qui est ultimement le monde dans lequel l'homme doit naturellement vivre son immortalité. L'homme n'est pas fait pour venir dans la matière et mourir. Ce que nous appelons la mort, c'est-à-dire ce que nous appelons le retour de l'homme ou de l'âme au plan astral, ça fait partie de l'inconscience de l'homme. Ça fait partie du fait que l'homme est totalement coupé des circuits universels qui sont la source de sa génération, qui sont la source de son intelligence, qui sont la source de sa vitalité, qui sont la source de son moi planétaire. Donc l'homme doit retourner à la source, mais l'homme ne pourra pas retourner à la source à travers les illusions spirituelles, historiques de l'évolution. L'homme ne pourra pas retourner à sa source en utilisant les anciennes idées qui l'ont forcé à être prisonnier de la matière. L'homme ne va pas retourner à sa source en utilisant les anciens moyens qui ont fait de lui un être à conscience expérimentale. L'homme ne va pas retourner à sa source en croyant. L'homme va retourner à sa source en développant graduellement au cours de son évolution la capacité de supporter ce qu'il sait. Mais dans le monde actuel, nous sommes voués à une mythologie, à une systématisation psychologique de son moi. Nous sommes voués à l'emprise d'une attitude mentale psychologique qui affecte toutes les humanités, la croyance. Pourquoi l'homme a besoin de croire? Parce qu'il ne sait pas. Pourquoi l'homme a besoin de croire? Parce qu'il est un être à conscience expérimentale, donc il n'a aucune lumière dans le mental. Il vit dans le mouvement très sombre de sa petite conscience. Donc il est obligé de croire pour se rattacher à quelque chose de vital et d'absolu. Mais cette croyance à l'absolu qui fait partie du conditionnement psychologique de l'ego, cette croyance à l'absolu, elle a été établie par qui? Elle a été établie par l'homme de l'évolution. Vous savez très bien que si vous allez dans le monde et vous contez une histoire à quelqu'un, que l'histoire que vous allez conter ne sera plus la même lorsqu'elle sera reçue et racontée par l'autre que celle que vous aviez originalement dit. Imaginez-vous que quelqu'un s'en va dans le monde et essaie de répéter ce que moi je dis aujourd'hui, en tant qu'initié. Vous vous imaginez comment ça va sortir demain? Donc, il y a des hommes dans le passé qui ont fait des choses. Il y a eu des initiés qui sont venus dans le monde pour aider à l'évolution de l'humanité. Mais ce que ces êtres ont dit et ce qui a été rapporté de ce qu'ils auraient dit, c'est une autre chose. Et je peux substantivement vous dire une chose, parce que le phénomène, je le connais depuis des années, c'est absolument impossible à un homme de parfaitement répéter ce qui est parfaitement dit. Essayez de le faire quand vous retournerez chez vous ce soir. C'est impossible à un être humain de répéter ce qui est parfaitement dit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui est parfaitement dit, autrement dit, ce qui n'est pas coloré par l'ego, ce qui n'est pas astralisé, ce qui ne fait pas partie de l'inconscience de l'homme, mais ce qui fait partie de la cosmicité de l'homme, ce n'est pas dirigé vers l'ego de l'homme, ou à l'ego de l'homme, ou à l'intellect de l'homme, c'est dirigé à son esprit. Et si l'homme n'est pas dans son esprit, comment voulez-vous qu'il reprenne ce qu'un autre esprit a déjà dit? C'est impossible. Donc, à ce moment-là, il y a coloration.
Et de la coloration des paroles des initiés sont nées ce que nous appelons les religions pour le bénéfice évolutif de l'humanité. Et je suis d'accord et je suis très content que ceci se fasse et que ceci se soit fait, parce que c'est nécessaire. Mais viendra un temps au cours de l'évolution où l'homme n'aura plus besoin de support moral pour donner à sa conscience la plénitude de son propre savoir. C'est ça la conscience supramentale. Et puisque nous parlons à des Québécois, puisque nous parlons à un peuple qui, pour de très bonnes raisons, a eu la chance de vivre une certaine proximité avec le monde spirituel que la religion lui a donné, déjà, nous avons un avancement, dans ce sens que déjà, nous sommes des êtres qui avons une certaine sensibilité vers l'invisible. Mais de là à entrer dans la recherche profondément occulte de la conscience, en utilisant les voies spirituelles de l'évolution, ça nous amènera directement à la polarité du moi. Ça nous amènera au conflit du bien et du mal, du vrai et du faux. Et ça nous créera une très grande souffrance dans le mental. C'est pour ça que je dis, l'homme conscient, l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre commencera à partir du moment où l'homme aura déjà compris le besoin de ne pas assujettir sa pensée au vrai et au faux, mais d'apprendre graduellement à la vivre et d'en supporter le mouvement jusqu'à ce que cette pensée un jour en arrive à être parfaite, c'est-à-dire totalement dans sa propre lumière, totalement dépolarisée, pour que finalement l'ego, le moi, l'ego, l'âme et l'esprit s'unifient et fassent de l'homme un être réel. Qu'est-ce que c'est un être réel? Un être réel, c'est un être réel. Ce n'est pas un être qui a besoin de la vérité. Ce n'est pas un être qui bouffe de la vérité. Si vous bouffez de la vérité, demain vous boufferez du mensonge parce qu'il y aura des gens qui vous amèneront encore plus loin aux confins de l'infinité du réel. Si vous bouffez de la vérité, un jour, vous serez obligé de la refaire, cette démarche. Parce que la seule chose qui convient à l'homme, qui convient à sa conscience, qui convient à son esprit, qui convient à son âme, qui convient à son ego, à son être, c'est la paix. Mais qu'est-ce que c'est la paix? La paix, c'est l'arrêt de la recherche. Vous allez dire, mais oui, mais il faut rechercher. Je dis, oui, l'homme recherche. Malgré vous-même, vous recherchez. Tous les hommes recherchent. Mais viendra un point au cours de l'évolution où l'homme n'aura plus à rechercher, l'homme n'aura plus à chercher. Et l'homme cessera de rechercher lorsqu'il aura finalement compris qu'il sait. Et là, vous allez dire, mais oui, mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'on sait? Vous le saurez dans la mesure où vous vous permettrez de le supporter. Dans la mesure où vous n'aurez pas besoin d'appeler quelqu'un pour savoir si vous avez raison. Et là, vous allez dire, ben oui, mais si on a raison ou si on se donne raison, c'est dangereux. Je veux dire oui. Parce qu'un homme qui cherche à avoir raison, c'est un homme qui est déjà dans la recherche de sa raison. Mais n'y a-t-il pas des expériences dans votre vie de tous les jours, dans votre coin personnel? N'y a-t-il pas des moments dans votre vie où vous pouvez sentir que ce que vous savez, c'est ça, mais quand c'est ça, c'est ça? Donc vous ajoutez, et vous ajoutez, et vous ajoutez. Et ceux qui auront la capacité d'ajouter le c'est ça à un autre c'est ça, à un autre c'est ça, mais un c'est ça qui est réel, un c'est ça qui ne sera pas bâti sur l'orgueil du mental. Un c'est ça qui ne serait pas bâti sur la spiritualité ou l'orgueil de votre spiritualité. Un c'est ça qui sera personnel à vous. Un c'est ça qui sera universel avec tous les hommes que vous rencontrerez qui seront dans leur c'est ça. À ce moment-là, vous saurez que c'est ça.
Alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors, regarde bien. Dans l'ésotérisme, il y a beaucoup d'écoles ésotériques qui nous disent il y a les plans de la lumière, il y a les plans des ténèbres. Ici, sur la matière, on essaie de se débrouiller. Alors, on divisera le tout par une barre. Les plans de la lumière sont en haut. On les appelle atmique, bouddhique, nirvanique. Le mental est ici. Dans le mental, c'est comme une loupe dans laquelle tu as l'ego. Puis à travers cette loupe-là, qui est colorée, avec le périsprit, tu as ici le passage qu'on appelle l'âme, qui est une espèce de couloir, de tunnel, qui des plans de la lumière nous incarne dans 3 plans, éthérique, physique et astral. Ça ici, c'est tout dans le sujet de l'ego, du moi. Tu es pris avec ta réalité très personnelle, mais tu n'es pas relié avec les plans de la lumière parce que tu passes par le tunnel ici, qui est une loupe colorée, qui focalise les plans de l'énergie de la lumière. Et tu te réalises, et dans ce que tu nous enseignes, c'est très conforme à ce que tu nous enseignes. Ça, c'est transmis dans beaucoup d'écoles ésotériques. Puis évidemment, ça fait allusion, on se pète les bretelles au Québec avec la fleur de lys, là, les 4 fleurs de lys sur le drapeau du Québec. Mais c'est un message qui a été envoyé par les Mérovingiens. Méroègue, premier roi de France. Et après ça, tu as eu les Capétiens, tu as eu tous les Bourbons, puis tous les autres. Mais la fleur de lys, dont le Christ parle d'ailleurs, c'est la seule fleur dont il parle dans son passage sur la terre, est un grand, grand symbole. Je ne sais pas quel commentaire tu peux faire là-dessus. Tu sais, tu as ici les plans des ténèbres, si on veut, là, de la misère de l'homme d'ici, qui veut fusionner avec les plans d'en haut. Et les plans d'en haut sont aussi des archétypes des plans d'en bas. C'est-à-dire que c'est très semblable, si tu veux. Tu as le physique en bas, qui donne un corps physique. En haut, on l'appelle atmique. Tu as le corps astral, qu'en haut, on appelle le corps bouddhique. On ne peut pas dire Bouddha, là, mais on l'appelle le corps bouddhique, tu sais, c'est comme astral. Puis ici, tu as le corps éthérique, le corps d'énergie, alors atmique, bouddhique et nirvanique. Ça, c'est des noms, c'est des mots. C'est d'autres mots. C'est pas les mots de Bernard, mais c'est d'autres mots que tu connais déjà. Mais cette idée là, de conceptualiser à l'aide d'un dessin un peu là, tout le travail. Là, Je vais vous dire ma position sur ça. Tout ça, c'est du bourrage de crâne. Je vais vous dire pourquoi. Mais qu'est-ce que tu dis? Même ton enseignement est du bourrage de crâne? Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Il dit, c'est bien sûr. Il faut le comprendre comme ça aussi. Écoutez bien ça. Ça, c'est un petit reproche qu'on fait à Bernard. Ça rejoint beaucoup le mental, passer le cœur. C'est la voix du mental et c'est pas la voix du cœur. Oui. Donc, mais c'est un bourrage écoutez, de crâne, c'est mental. quand je dis c'est un bourrage de crâne, je ne veux pas dire que c'est pas utile ou c'est pas valable psychologiquement. Je veux dire que c'est fini. Il faut le vivre. Ça fait partie de la recherche spirituelle de l'âme. Vous me parlez des sociétés, vous me parlez du matériel psychologique ou psychosymbolique des sociétés occultes jusqu'à aujourd'hui. C'est fini. Vous n'allez pas m'amener à chercher là-dedans quelque chose de valable. C'est fini. L'ésotérisme dans le monde, il est fini. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de ma faute. L'homme doit apprendre à décomposer la forme jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de valeur pour lui, pour qu'il entre dans le mental pur. C'est fini. Je comprends la valeur psychologique de l'évolution de la forme pendant l'évolution, mais c'est fini. L'homme a plus besoin... Bon, je vais vous donner un exemple. Je vais les prendre, ces termes-là, là, puis je vais vous les expliquer une fois pour toutes. Je vais vous les expliquer, là, pour que finalement, ça soit au moins enregistré quelque part dans la province. Je vais vous l'écrire, là.
le terme bouddhique. Le terme bouddhique veut dire tout ce qui touche à la lumière astrale. Parlez-moi pas du terme bouddhique. Tout ce qui fait partie. L'homme, aujourd'hui, tout ça, l'homme est ici et il est rattaché à ça selon certains niveaux. Donc, vous arrivez au bouddhique et à l'atmique. Mais l'homme doit sortir de ça. Le réel commence où ça finit. Donc, le réel commence où l'ésotérisme termine sa tâche évolutive. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Le réel, c'est pas un monde psychologique, c'est pas un monde de forme. Le réel, c'est un monde d'énergie qui crée la forme quand l'énergie passe dans différents médiums. Quand l'énergie passe dans un plan tel que le plan bouddhique, la forme qui est créée, c'est la forme spirituelle de l'âme. C'est ça le plan bouddhique. Mais l'homme doit en arriver à sortir de ce médium-là, c'est-à-dire que l'homme doit en arriver à sortir du monde de la connaissance pour en arriver à rentrer dans le monde mental qui crée la connaissance. Sans ça, l'univers n'aurait pas sa dynamique. C'est l'énergie qui doit créer sa propre forme. Et l'homme est rendu à un point aujourd'hui où il est suffisamment développé pour sortir du monde astral spirituel. Je ne parle pas du monde astral inférieur, là. Je parle du monde astral spirituel. Donc, même vous avez Rachner Shanzhen qui l'a dit dernièrement. Il dit, je pensais que le nirvana c'était l'affaire, et là je m'aperçois que c'est le début de l'affaire. Mais si le gars, il a une grande barbe, puis il a des grands habits, puis il dit, je pensais que le nirvana, c'est l'affaire, puis là, je m'aperçois que c'est le début de l'affaire, là, on le croit. Mais si c'est un occidental avec une boucle, puis un saut acheté chez Golden Sun, on le croit pas. Mais laisse-le là, Bernard, tes dessins, parce que là, j'ai une petite remarque à faire. C'est que ton milieu ici, ça me rappelle un peu l'étang. L'étang d'eau où il y a des poissons. Puis toi, Bernard, t'es le gars en train de nous dire, un jour, là, vous allez comprendre que vous allez sortir de l'étang. Vos ouïes là, vont changer là, en poumons, puis vous allez vivre dans l'air. La vraie réalité sur la Terre, c'est pas de vivre dans un étang. Tu es pogné dans ton étang. Sors de l'étang, puis tu vas voir que tu peux marcher sur la Terre, tu peux te promener partout parce que tu vis dans l'air. Là, pas de choix. C'est ça. Mais là, moi, je te dis une chose. On est encore les poissons. Oui, vous autres, pas moi. OK. Alors, peux-tu parler? Peux-tu continuer? Peux-tu continuer à parler à des poissons? Oui. Qui sont poissons, Oui. puis qui ont des problèmes en tant que poissons. Oui. Parce que l'étang commence à être OK. pollué. Fait que veut pas, ils sont pollués. Non. Il va falloir qu'ils sortent de leur étang. Veut pas, là, ils sentent là, qu'il faut sortir de l'étang. Oui. Seulement que, si tu veux parler Un aux peu. Ça, poissons... c'est parce que tu as tourné tout le long, je te regardais, tu tournais toujours le même. Un petit instant, on va régler le problème. Ça marche? Bon. Tu me demandes si je peux entrer dans les temps avec les poissons. Là. Je le fais depuis des années de temps. Ça fait des années que je donne des séminaires aux poissons. Ça fait des années. Seulement, les poissons ne peuvent pas me demander... C'est moi qui donne le séminaire. Fait que les poissons ne peuvent pas me demander de parler le langage du poisson. Mais je suis willing d'aller dans les temps avec eux autres. Puis dire, bon, ben, au-delà de l'étang, moi aussi j'ai été poisson. Au-delà de l'étang, bon, ben, je m'étais aperçu qu'il y a d'autres choses, ici, là. Fait que là, je reviens, je vous l'explique.
Mais ça ne nous explique pas comment sortir de l'étang pour faire comme toi. Oui. Ça nous dit juste qu'est-ce qu'il y a de part. Bon, il ne faut pas oublier une chose, Richard. Quand on parle de l'évolution de la conscience sur une planète expérimentale, d'abord, on parle de temps. Au stage où on parle d'individualisation de l'homme. Donc, on ne parle plus de philosophie, là. De l'ésotérisme, c'est de la philosophie. On ne parle plus de philosophie. Parce que, à partir du moment où l'homme sort de l'âge du mental inférieur pour entrer dans l'âge du mental supérieur, il va être obligé de sortir de la philosophie. Autrement dit, il va être obligé de commencer à comprendre le phénomène de sa propre pensée. Évidemment, il y a des hommes qui vont venir et qui vont expliquer le phénomène du mental humain. À partir du moment où cette science-là va prendre ses racines dans le monde, l'homme va, de par sa propre expérience, réaliser que, ouais, c'est vrai, ça marche de même. Mais pour que l'homme réalise que ça marche de même, il faut que ceux qui viendront dans le monde pour l'expliquer puissent l'expliquer d'une façon qui est totalement détachée de ce que l'homme sait. Autrement dit, il ne faut pas que ça soit coloré. Si c'est moindrement coloré, les gens vont le savoir. Les gens vont le sentir. Donc, il ne faut pas que ça soit coloré. Et si ce n'est pas coloré, automatiquement, ça va pénétrer, ça, dans la conscience de ce qu'on appelle, pour le fun, la conscience des poissons. On n'est plus, en tout cas, en ce qui concerne la conscience supramentale ou la conscience créative, appelle ça comme tu veux, ce n'est plus une conscience qui base son mouvement dans la civilisation sur le principe de la vérité. C'est un mouvement qui base son mouvement dans la civilisation sur le principe de la pénétration. Autrement dit, c'est une conscience qui, de par sa propre nature, non pas simplement s'instruit d'elle-même quand elle est créative, mais aussi sait que chaque homme est instruit d'elle-même, mais il en est inconscient. Le problème avec l'humanité, avec l'homme, de n'importe quelle race, c'est que l'autorité de sa conscience, l'autorité de son savoir, il n'a jamais été donnée. Moi, c'est facile pour moi d'arriver dans le monde, rencontrer quelqu'un qui est intuitif ou qui a un certain contact avec sa propre lumière et dire, ben, ouais, ce que tu dis, c'est ça. Parce que je ne suis pas dans une situation de lutte avec l'homme. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai pas une conscience égoïque. Mais là, lui, le pauvre type qui est dans un bureau, qui est à l'université ou qui est dans le monde, y en a-tu des problèmes avec les autres poissons? Hein? Qu'est-ce que tu penses qui a fait que nous autres, il y a bien des années, on a commencé à faire des conférences ensemble? On a fait des conférences ensemble, pas à cause de toi, à cause de moi. Quand je te disais, moi, quand tu fais des conférences, moi, je suis une sphère. Ta job en tant que journaliste, c'est d'essayer de me mettre dans une boîte. Je ne suis même pas intéressé à ce que tu vas parler le soir, mais que j'arrive. En voulant dire, en partant de mon propre centre, c'est à toi de me mettre en boîte. Si tu n'es pas capable, c'est ton problème. Comprends? C'est ça qui a fait qu'on a travaillé. Pourquoi c'est facile de travailler avec moi? Pas parce que je suis Bernard de Montréal, mais parce que je suis libre. Fait que tu sois Richard Glenn, que tu parles des ovnis, que tu parles de toutes tes conneries, ça ne change rien dans ma vie. Le monde, ils disent, qu'est-ce que tu fais avec Richard Glenn? J'ai dit, c'est pas de tes crises d'affaires. Si tu fais avec Richard Glenn, t'aimes pas ça que Glenn parle de ci, puis Glenn parle de ça, puis Glenn parle de ci, puis tu voudrais que Glenn parle de Bernard à Montréal? C'est pas sa job. Glenn, il parle de tout ça d'affaires. Mais Glenn et Bernard à Montréal, ils travaillent ensemble depuis plusieurs années, puis on a du faire. Pourquoi? Parce que Bernard à Montréal, c'est une sphère, puis Glenn, c'est un carré, puis c'est la première fois qu'on est capable de mettre un rond d'un carré. Il va encore se fâcher, hein? Trouve-en! Il n'y a pas une place, ni en Europe, ni en France, ni aux États-Unis, où un conférencier puis un journaliste ont autant de fun ensemble dans un domaine qui est aussi sérieux que celui que j'explique dans le monde.
Mais c'est pas à cause de toi. C'est à cause de moi. C'est moi qui est rond. Quand même, tu me dirais à la télévision, t'as une tête de cochon, tu me feras pas vibrer. Comment tu me dirais qui tu te prends, tu me feras pas vibrer. T'es fini avec moi, tu peux pas me faire vibrer. C'est pour ça qu'on fonctionne bien ensemble. Puis moi, je cherche pas à te faire vibrer, j'ai pas de lutte. J'ai compris, on joue Laurel et Hardy. Tu sais. Laurel et Hardy. C'est ça. Maintenant, conséquence à tout ce que tu nous enseignes depuis des années. Il y a 12 petites filles de Chine qui ont conceptualisé, qui viennent d'un monde de l'esprit. Elles, ce sont les 12 petites filles de quoi? De Chine, en Chine. Okay. Ça s'est passé cette semaine en Chine. Probablement, vous l'avez vu dans les journaux. Hein. Ils ont découvert qu'elles sont nées en Chine, les enfants de Chine. Puis ils ne prennent pas. Elles se sont les 12 suicidés en disant on va se réincarner parce qu'on va retourner dans le monde de l'esprit, puis on va se réincarner aux États-Unis, on va se réincarner où on veut. Ça va devenir des conséquences des enseignements comme celui que tu nous transmets. Quand l'être va découvrir qu'il est esprit, que son corps qui est qu'une prison dans le temps et dans l'espace, ben il va peut-être agir de cette façon-là. Dangereux, ça. Sais-tu que c'est qu'il faut qu'on comprenne le plus aujourd'hui, là? C'est pas le plan atomique puis le plan bouddhique, toutes ces affaires-là. Ce que l'homme, et surtout les psychologues, ce que l'homme doit comprendre le plus au 20e siècle, c'est l'activité insoupçonnée et sournoise du plan astral. Le monde, il pense que le plan astral, le monde de la mort, c'est fini. Tu meurs, là, tu t'en vas de l'autre bord, c'est over. La petite fumée. Le plan astral, c'est un monde habité. C'est un monde habité où les êtres sont actifs et où les êtres se servent de l'humanité parce qu'ils s'ennuient du plan matériel. Puis les gens qui vont me dire, sur les hauts plans de l'astral, les grands maîtres spirituels, mais j'ai des petites nouvelles pour vous autres, parce que une fois que tu es sur le plan astral, tu es régi par les lois du plan astral, de la même façon que quand tu es sur la Terre, tu es régi par les lois de la gravité. Donc, dans le monde astral, le plan astral, c'est un plan qui est extrêmement important pour l'évolution de l'homme. C'est un plan qui fait partie du retour de l'âme après la mort. Donc, c'est un plan qui est totalement sans intelligence, mais où l'intelligence est très active. Autrement dit, quand je dis que dans le plan astral, il n'y a pas d'intelligence, je veux dire qu'il n'y a pas de lumière, mais il y a beaucoup d'intelligence. Et l'homme, si l'homme veut comprendre l'homme, si l'homme veut comprendre son moi, si l'homme veut comprendre sa psychologie, si l'homme veut réaliser comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que ça fonctionne, la machine humaine, l'homme va être obligé de faire des études du plan astral, des études suffisamment objectives pour éventuellement établir une coordonnée, une relation avec les maux ou avec les maladies mentales actuelles qu'on a le monde. Attends un peu, là. Je ne saisis pas le lien avec le suicide des 12 petites filles qui, intelligemment, se disent on s'est incarné à mauvaise place, on va retourner dans le monde de l'esprit, puis on va se trouver une autre place pour revenir sur la Terre, où on veut. C'est l'activité astrale, ça, Richard. Un être humain ne se suicide pas. Un être humain, un ego ne peut pas se suicider par lui-même. Ce qui amène un être humain à se suicider, c'est l'influence astrale à travers l'utilisation du je. Quand l'homme, c'est un être qui est multidimensionnel. Il y a un corps matériel, il y a un corps éthérique, il y a un corps astral, il y a un corps mental. Ça compose toute sa nature humaine planétaire. Ces corps-là, au-delà du corps matériel, sont des corps subtils, donc ce sont des corps qui appartiennent à des plans ou à des univers parallèles. Ces univers-là sont habités. Et ces univers-là qui sont habités sont en communication télépathique, insoupçonnée avec l'homme. Les médiums le savent, ça. On le sait depuis des milliers d'années, ça. Mais on est des êtres tellement ignorants des mystères de l'homme qu'on n'est pas capable de réaliser jusqu'à quel point l'astral peut... Je suis capable de regarder là-dedans, puis... Maintenant, tout le monde ici, on voudrait bien peut-être avoir le contact, comme toi tu l'as eu. Mais ça fait partie de l'évolution. Il faut que la science de l'homme soit connue. Il faut qu'il y ait des conférences qui soient données. Il faut qu'il y ait des gens qui écrivent. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Il faut que la science de ça soit connue. Ça commence à être connu. Oui, mais toi, tu n'avais pas été à des conférences de Bernard de Montréal avant.
Non, non. Seulement que moi, j'ai vécu une fusion. L'homme n'a pas besoin de vivre de fusion. Chacun a son expérience. Moi, j'ai vécu mon expérience. D'autres vont vivre leur expérience. Mais il faut que, moi, dans mon expérience, ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à faire ce que je fais. Point final. Je fais ce que je fais. Il y en a d'autres qui vont faire ce qu'ils vont faire. Voilà. Donc, il n'y a pas de recette universelle pour... Il n'y en a pas de recette. C'est fini, recette. On n'est plus à l'âge de la philosophie. C'est fini, recette. Comment est-ce que tu veux forcer ton double à venir en communication télépsychique avec ton ego? Comment est-ce que tu veux forcer ta source à travers une recette de venir en communication avec toi? C'est impossible. La lumière, elle vient d'en haut. Aurobindo, il disait, ça viendra d'en haut. Ça va venir d'en haut. Seulement qu'il y a un temps dans l'évolution où il y a des portes ouvertes. Là, il y en a qui s'ouvrent. On commence à nous ouvrir petit à petit des portes. Quand on dit, par exemple, je suis après écrire un deuxième livre, j'appelle ça de l'aliénation et les entités. Pas pour rien que j'utilise ce thème-là. En voulant dire aux psychologues, là, dans vos théories psychologiques, dans votre regard sur la constitution psychique et psychologique de l'ego, puis surtout quand vous allez à Saint-Jean-de-Dieu puis que vous rencontrez des aliénés, apprenez donc à regarder qu'est-ce qu'il y a en arrière. Au lieu d'utiliser des concepts pour blanqueter, pour fermer votre accès à quelque chose qui est véritablement humain, essentiel et psychique. Apprenez donc à communiquer avec cette affaire-là en arrière de lui, que lui, en tant qu'aliéné, n'est pas capable. Il y en a combien d'aliénés qui vont dire « j'entends des voix ». Chris, quand un aliéné dit qu'il entend une voix, il entend une voix. Vous autres, un aliéné dit « j'entends des voix », là vous avez des hallucinations, on va donner 2 aspirines. Une voix, c'est une voix. I don't give a shit where it comes from somewhere. Une voix, ça vient de quelque part. Bon, il y a du monde qui sont capables de repérer ça, de comprendre ça, de travailler avec ça. Et avec le temps, l'homme va être de plus en plus capable de dealer avec ça. Puis on est rendu à un point, si la psychologie avait avancé, elle ne peut pas se permettre de fermer les yeux. Tu ne peux pas rester simplement au niveau médical, physique, chimique. C'est nécessaire, oui, mais il faut aller plus loin. L'homme ne peut pas se permettre au niveau mental d'arrêter l'évolution de sa conscience puis d'arrêter la progression de son savoir. Puis si on le fait, on va demeurer des niaiseux puis des poissons. Mais je peux vous dire une chose, c'est que ce qui va se produire, c'est qu'il va se développer des sciences parallèles au niveau de la psychologie, au niveau de l'ésotérisme, des sciences très avancées, et ce sont dans ces courants-là que les gens un petit peu plus sensibles à eux-mêmes iront un jour chercher des réponses. Bernard, il y a une voix qui me dit qu'il faudrait faire une pause. Oui. Sur le don de la parole, le sens de la voix, hein? Le phénomène de la voix. Est-ce qu'on peut s'engager là-dessus, Bernard, sur le phénomène de la voix? Parce que le don de la parole, vous l'avez. Puis on voit jusqu'à quel point la voix nous engage sur une voie. Je me retire. Qu'est-ce que c'est la question? Alors, la question, c'est quoi le sens de la voix? Parce que la dernière conférence qu'on a eue ensemble à Québec, ça s'est terminé sur les derniers mai là-dessus. À part d'après, quand vous avez dit, là, on était des idiotes savantes. Il avait dit ça l'autre fois à la conférence ici à Québec. Mais après, vous avez dit aussi, on connaît le cerveau humain, on connaît les systèmes biologiques de l'être humain, puis on ne connaît même pas l'esprit qui entre dans l'être humain. Et si on pouvait connaître scientifiquement l'importance de la voix, ce qu'est le phénomène de la voix. La voix. La voix, dans le fond, c'est un phénomène spirit. C'est la façon à l'esprit d'exprimer à travers l'âme, pour le bénéfice de l'ego, ce qu'il doit savoir. Mais l'homme aujourd'hui n'est pas suffisamment conscient pour bénéficier de sa voix. Un homme qui est conscient, quand il parle, il apprend des choses. Plus l'homme sera conscient, plus il réalisera que c'est à travers la voix ou sa voix
qu'il apprend à reconnaître la dimension de son esprit. On n'entend pas bien votre voix. Donc, l'homme n'aura pas besoin nécessairement de penser et aller dans l'intérieur de son mental pour savoir des choses. Il pourra les parler. Mais pour que l'homme puisse parler, pour qu'il puisse utiliser son verbe, le verbe, pour qu'il puisse bénéficier de ce qu'il sait, il faut que la voix soit ajustée à son mental supérieur et non pas ajustée à son intellect. Chez l'être humain, la voix est ajustée à l'intellect. Elle est synchronisée à l'intellect. De sorte que tout ce qui passe par la voix réfléchit toujours des opinions, réfléchit toujours une mémoire subjective, réfléchit de l'émotion, réfléchit de la subjectivité. De sorte que l'homme n'est pas capable de bénéficier de sa voix. Et si l'homme lui-même ne peut pas bénéficier de sa voix, comment voulez-vous que le public bénéficie de sa voix? Lorsque l'homme commencera à bénéficier de sa voix, lorsque sa voix sera devenue totalement objective, totalement libre de la conscience personnelle, totalement synchronisée à son esprit, la voix deviendra un haut-parleur. Elle deviendra l'haut-parleur de l'esprit. L'homme sera l'haut-parleur de l'esprit. Et dans un même mouvement, l'homme pourra entendre sa voix, réaliser des aspects de ce que l'esprit ou son double ou sa source peut dire, veut dire ou retient. Parce que des fois, on dit des choses, en tout cas moi, je dis des choses et je voudrais en dire d'autres choses, mais je ne peux pas les dire, les autres choses. Donc, ça reste dans le mental. Je peux les dire plus tard, dans d'autres occasions. Et ça fait partie de l'évolution de ce que la voix doit dire dans le monde, parce que la voix ne peut pas, dans un temps, dire des choses qui devront être dites dans un autre temps. Nous, les hommes, à cause de notre ego, à cause de la nature de notre ego, on voudrait tout dire dans un même temps. Mais si la voix de l'homme est synchronisée au plan mental, il ne peut pas faire ça. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites dans le monde parce que ce ne serait pas bon, par exemple, qu'elles soient entendues dans le monde. Pourquoi? Parce que les masses humaines ont une capacité de réceptivité et de compréhension de la voix qui est colorée par leurs émotions ou leur mémoire. Par exemple, moi j'aimerais beaucoup parler de la nature des races sur la Terre, la nature de la race humaine, la race noire, la race blanche, la race jaune, ainsi de suite. Mais je ne peux pas parler des races humaines sur la Terre dans le cadre de ce que la voix pourrait expliquer. Parce que les hommes ne peuvent pas comprendre les lois cosmiques de l'évolution des races objectivement. Si on parle des religions, c'est la même chose. Pour pouvoir parler des religions, il faut avoir une voix qui n'est aucunement subjective. Une voix qui est suffisamment perfectionnée pour que les gens qui sont très enracinés dans les religions, qui ont besoin des religions encore, puissent être respectés dans leur droit de vivre les religions. Et dans un même mouvement, dans un même temps, amener ces gens-là peut-être à voir un petit peu plus loin. Mais la voix a tendance à attaquer. L'homme peut très, très difficilement utiliser sa voix, surtout quand il s'agit de parler de sujets délicats, d'ordre émotionnel, comme la religion, par exemple, sans attaquer ou prendre position. La voix ne doit pas prendre position. Si la voix ne prend pas position, à ce moment-là, c'est très facile de parler de religion, ou de parler de politique, ou de parler de ces choses qui, en général, polarisent l'humanité. Mais il faut avoir une voix qui est synchronisée au mental, autrement dit, une voix qui n'est pas l'expression d'un ego réfléchissant trop. Si l'ego est trop réfléchissant, il va polariser
les valeurs de la forme qu'utilise la voix pour l'expression créative. Donc, à ce moment-là, la voix perd de sa créativité et elle devient simplement un mouvement mécanique de la pensée humaine. Pour que la voix soit utile à l'homme, autrement dit, pour que la voix puisse amener dans le monde une nouvelle science, que ce soit une science de la matière ou que ce soit une science de l'esprit, il faut que les hommes qui entendent la voix, les gouvernements, les institutions, les religieux, les hommes de science, puissent sentir que la voix est prépersonnelle, que la voix n'est pas personnelle. Une voix devient prépersonnelle quand l'ego n'est plus impliqué dans la valeur psychologique de la forme que la voix utilise pour exprimer ce qu'elle a à dire. Une voix devient prépersonnelle lorsque celui qui la parle est obligé d'entendre ce qu'il dit pour apprendre ce qu'elle dit à l'homme et à lui-même. Un homme ne peut pas parler simplement pour le monde quand il parle avec une voix qui est créative. Il parle pour le monde et pour lui en même temps. Lui, il a le plaisir de parler et le monde a le plaisir de l'écouter. Ça, c'est la fonction créative de la voix. La fonction de la voix, ce n'est pas d'instruire simplement l'homme dans le savoir ou dans la connaissance créative. La fonction de la voix, c'est de faire vibrer le mental supérieur de l'homme pour qu'il puisse finalement en arriver à réaliser que lui aussi a la voix qui peut l'amener avec le temps à exprimer créativement ce qu'il sait. Donc la fonction de la voix, ce n'est pas une fonction didactique. La fonction de la voix n'est pas une fonction professoriale. Un homme qui a la voix ou qui a la parole ne peut pas être professorial. Il est simplement créatif. Être professorial ou être didactique, ça fait partie de l'actualisation du mental inférieur pour le bénéfice de l'ego et aussi de la société. Mais l'actualisation de la voix dans le monde fait partie du mouvement créatif de l'esprit à travers l'ego pour le mouvement de la conscience dans le monde, autant celle qui la parle, la voix, que celui qui l'écoute. Donc la voix en elle-même est totalement prépersonnelle. Un homme qui parle, ou un homme qui a la voix, ou un homme qui a une conscience créative, s'aperçoit que plus il parle, plus il apprend des choses. Un homme qui parle et qui n'apprend rien, c'est un homme qui perd la voix. Donc à ce moment-là, il développe simplement de la jasette, mais il n'a pas la parole. Et les hommes sur la Terre aujourd'hui n'ont pas la parole. L'homme jase énormément à tous les niveaux de l'organisation sociale ou du mouvement de la voix inconsciente et mécanique. On peut le voir au niveau de la politique, par exemple. Si l'homme parlait au niveau de la politique, ce serait terrible, les changements et les chocs qu'il créerait dans le monde. C'est pour ça que les hommes qui ont de la voix ne peuvent pas aller ouvertement dans le monde de la politique, parce qu'ils mettraient leur vie en danger, à moins d'utiliser la voix sur une autre échelle de vibration pour que la voix elle-même entre dans des éthers de vie suffisamment avancés pour que ces hommes puissent utiliser des fonctions éthériques de leur cerveau pour l'actualisation dans le monde de ce qui doit être fait, et ainsi de suite. Mais ça fait partie du travail occulte des initiés. Donc la voix conscientisée ou la voix créative ou le verbe, j'aime pas le mot le verbe parce que le mot verbe a été étudié dans le passé puis il est devenu trop une expression spirituelle de ce que la voix doit être. La voix, ce n'est pas une expression spirituelle de la conscience créative universelle. La voix, c'est l'expression mentale du savoir universel. C'est très intéressant la voix parce que plus l'homme entre dans la voix, plus il développe la voix, plus il s'aperçoit que la voix est en elle-même une infinité. La voix n'a jamais besoin de référent. La voix n'a jamais besoin de mémoire. La voix, elle est créative. Elle s'institue instantanément et elle crée instantanément. Donc, un homme qui a la voix ne peut pas avoir la voix simplement pour le monde. Il a la voix aussi pour lui-même. Et ce qui est intéressant dans la voix, c'est que quand on a la voix, notre conscience change. Un homme qui a la voix change automatiquement en conscience. Vous ne pouvez pas parler créativement et ne pas changer votre conscience. C'est probablement dans ce sens-là que l'homme va apprendre à parler. Il va désapprendre à jaser. En apprenant à parler, il va s'apercevoir petit à petit qu'il doit supporter ce qu'il sait. Donc, avec le temps, sa voix va se raffermir. Il y aura de moins en moins d'émotions dans la voix, il y aura de plus en plus de concentration dans le mental. Et l'homme, en tant qu'égo, s'inquiétera de moins en moins de ce que la voix va dire. La voix, ce qu'elle dit, ce n'est pas de ses affaires, c'est lui qui doit découvrir ce qu'elle dit. Sur le plan de la connaissance, on est bien plus intéressé à faire valoir ce qu'on sait en tant que connaissance que ce qu'on sait en tant qu'être créateur.
Tandis que sur le plan de la conscience, sur le plan du savoir, la voix prend elle-même son mouvement. Elle crée elle-même son mouvement et elle laisse derrière elle l'ego. Donc, elle crée un lien étroit entre le moi et l'esprit. Et un homme qui voudrait utiliser sa voix d'une façon extrêmement occulte pourrait totalement dépersonnaliser son être et laisser lentement pénétrer son esprit. Et éventuellement, s'il est capable de supporter la puissance de son esprit à travers son mental, il pourrait, avec le temps, en arriver à modifier la matière, modifier les molécules de la matière. Mais ça fait partie du processus créatif de la voix. Et ce processus créatif fait partie du mouvement de l'esprit, et l'homme, en tant qu'ego, ne peut pas l'accélérer. Donc la voix, c'est le seul pont qui existe entre l'homme et l'esprit dans la mesure où il est capable de reconnaître sur le plan mental de sa psychologie l'exercice de l'esprit à travers les formes mentales de son moi. La voix est tellement importante que lorsque l'homme aura réalisé qu'elle existe en lui, il n'aura plus besoin d'étudier pour savoir quoi que ce soit. La voix est à l'infinité ce que la réalisation primordiale de l'esprit est à la compréhension infinie de la matière. Donc la voix est à la fois scientifique, philosophique, spirituelle, créative, absolue et sans retour. Un homme qui a la voix ne peut plus penser à ce qu'il a dit. Et c'est le fait qu'il ne peut pas penser à ce qu'il a dit qui lui permet de ne pas penser. Parce qu'il fait qu'on pense, c'est parce qu'on a besoin de recollectionner ou de reprendre ce que l'on a dit. Un homme qui a la voix n'a pas besoin de reprendre ce qu'il a dit parce qu'il a simplement à reparler pour dire d'autres choses. Donc le processus infinité de la conscience s'établit et l'homme, avec le temps, s'habitue à ceci et il s'aperçoit qu'il a de moins en moins besoin de penser pour savoir et il a de plus en plus à parler pour dire ce qui doit être su de l'homme ou à travers l'homme ou pour l'homme. La voix, ça fait partie du mystère de l'esprit à travers la conscience humaine et elle n'existe pas sur la Terre, mais elle existera. Et plus elle deviendra puissante sur la Terre, plus la science de l'homme à tous les niveaux changera et c'est ce qui créera avec l'évolution une nouvelle civilisation sur le globe. Une civilisation qui ne sera pas nécessairement celle ou parallèle à celle qui existe aujourd'hui, mais une civilisation qui sera définitivement reliée à celle qui existe aujourd'hui, mais dont les fondements, l'actualisation, l'expression feront partie d'un autre ordre des choses. Mais c'est la voix qui créera cet ordre des choses. Autrement dit, la voix de l'homme aura éventuellement la capacité de séparer le monde de la matière du monde de l'éther. Et ça permettra à l'homme de rentrer en conscience éthérique dans des mondes parallèles. Et là, à ce moment-là, l'homme aura la liberté d'utiliser sa voix de façon créative. Mais par rapport à la matière, ce qu'il n'a pas le droit sur le plan matériel, parce qu'il créerait dans le monde de la matière des chocs qui seraient trop grands pour que la civilisation puisse l'absorber. Ça répondait-tu à votre question? Oui. Elle dit oui. Heureusement. OK, on revient. Il y a une question ici qui a été écrite qui est très intéressante. Si la lumière pénètre dans un être humain, on ne décide pas quand cette lumière nous pénètre, c'est elle qui le décide. Comment se fait-il qu'il y ait des êtres humains qui sont capables de l'absorber, puis d'autres qui capotent? La synchronisation entre la voix, justement, et l'image était